Alors bonsoir à tous, merci de votre présence, chaque année plus nombreux j'ai l'impression, c'est peut-être l'effet, mais on est ravis effectivement depuis quelque temps de voir tous ces rencontres au café, souvent remplies. C'est pas peut-être l'effet, on vous a manqué pendant ces quelques mois, ces quelques années où c'était un peu plus compliqué, mais voilà, chaque soir, voilà, on est content que ce travail de faire venir des auteurs de loin ou moins loin trouve son public. Et donc pour cette rentrée littéraire, voilà, on est ravis d'avoir votre écoute. On voulait en fait commencer tous les trois par introduire cette présentation autour des premiers romans, puisqu'un peu c'est notre cœur de métier, de dénicher des petites pépites, des auteurs en devenir. Voilà, l'été, on se dit, voilà, on lit, on découvre une écriture, un style, une émotion, tous les ingrédients qui font qu'on a hâte de faire découvrir à nos lecteurs ces jeunes talents. En tout cas jeunes talents dans l'écriture. Et donc voilà, on s'est dit comment commencer avec les premiers romans, ces découvertes. Peut-être vous en avez entendu parler ou pas, et notre métier, c'est vraiment de les défendre. Ils sont au nombre de 90 jeunes premiers ou premières cette année. Et moi, j'ai décidé de commencer, je ne suis pas galant, hein, mais c'est fait comme ça, avec un des premiers romans qui, pour moi, le plus abouti, en tout cas pour ce que j'en ai lu depuis la rentrée littéraire, c'est le très joli bouquin de Jean Michelin, Ce qui reste, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Au départ, le sujet, c'est pas forcément vers ça que j'aime aller. En tout cas, quand ça traite voilà, de l'armée, de la guerre, c'est pas forcément quelque chose pour lequel j'ai un attrait. Mais je me suis laissé porter par le synopsis, que je vais vous raconter brièvement. C'est l'histoire en fait de frères d'armes, des gens qui ont combattu, qui ont fait l'Afghanistan, la Guyane, des missions qui ont permis de souder une équipe. Et là, ils sont sortis de mission, et ils sont éloignés les uns des autres. Et il y a Lulu. Lulu qui est parti, mais dont on n'a pas de nouvelles. Sa femme ne sait pas où il est. Il laisse derrière lui justement plein de zones d'ombre. Et donc, ces frères d'armes vont absolument essayer de comprendre où il est passé, ce qu'il a fait. Surtout que Lulu, c'est un personnage assez charismatique, quelqu'un qui encaisse les coups. Donc, au niveau mental, voilà, on est étonné qu'il soit parti. Et la construction du roman nous envoie dans plusieurs temporalités, en fait dans 2 temporalités aujourd'hui, où on va suivre cette quête effrénée, savoir où il est parti. Et en même temps, on va revenir en arrière à ces missions qui ont laissé des traces. On n'en sort pas indemne, je pense. Je ne l'ai pas vécu. Mais je me dis, voilà, je me mets à leur place. C'est pas évident. Comme je le disais tout à l'heure, ça soude une équipe de devoir, de devoir prendre les armes, de combattre, de devoir aussi se taire, ne pas expliquer forcément à sa famille. On aurait besoin d'en parler, mais on ne peut pas, il y a des secrets défense, tout ça. Et il le raconte avec brio et avec un suspense latent qui m'a laissé pantois jusqu'à la fin, où je ne m'y attendais pas. Donc voilà, donc c'est tous les ingrédients du roman à découvrir, tant par l'écriture que par le thème, qui pourrait aussi parler, je pense, peut-être à beaucoup de gens, mais des gens d'ici, voilà, où l'armée, la marine n'est pas très loin. Donc voilà brièvement pour ce premier roman. Merci. Bonjour à tous. Alors en deuxième premier roman, j'ai choisi de présenter Le bord du monde est vertical de Simon Parco aux éditions Le Mot et le Reste. C'est un très beau roman sur la montagne, un court texte. On retrouve une cordée composée de 2 chiens, Moira et Zéphyr, de Gaspard, le chef d'expédition, de Solal, le plus jeune, qui participe pour la première fois à cette expédition, et Vic, qui porte les affaires, qui est un peu bougon avec des allures de viking, et le dernier personnage féminin alors j'ai un petit trou de mémoire, c'est Isée. Et en fait, c'est une cordée qui est appelée l'hiver pour venir en aide
aux habitants d'une vallée fictive reculée qui s'appelle la vallée des glaces. Et cet hiver, le vieux... il y a le père Salomon, qui est un prêtre qui vit tout seul au reculoir en ermite, a besoin de leur aide. Donc ils vont aller sur place et finalement, tout ça n'est qu'un prétexte pour les pousser à gravir une montagne. Et cette montagne s'appelle le bord du monde, comme dans le titre. Et c'est une montagne qui a un aspect assez spirituel, parce que c'est une montagne dont on ne connaît pas le haut. Personne n'a gravi jusqu'en haut, personne n'est allé jusqu'en haut pour l'instant. Et c'est donc un roman très spirituel, où on sent un vrai amour de la montagne. D'ailleurs, l'auteur, qui est assez jeune et fait des randonnées philo en montagne. Donc un très beau roman avec un aspect spirituel que je vous conseille. Bonjour. Alors je vais vous présenter L'effet Titanic de Lili Nissen, qui n'est pas sur la brochure. À l'origine, je ne l'avais pas sélectionné, mais je le regrette un peu parce que voilà, c'est un premier roman qui n'est pas facile non plus à raconter. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais un peu reculé au départ. Mais qui a beaucoup de potentiel. L'auteur est assez jeune, je crois qu'elle est des années 90. Donc voilà, vous êtes sur... elle est née en 1996. Donc vous êtes sur une plume très jeune, très contemporaine, mais en même temps très douce et poétique, et qui va nous raconter aussi cette jeunesse qui est la sienne. Donc voilà, c'est pour ça aussi, c'est assez intéressant. Puis c'est les éditions Les Avrils, qui est une nouvelle maison d'édition qui doit avoir 2 ans maintenant. Donc je pense que... et qui est plutôt prometteuse. Donc ça vaut le coup, voilà, de la mettre en lumière. Alors l'histoire, en fait, au début, il faut un peu se laisser... on est un peu désœuvré et il faut un petit peu s'accrocher. Mais une fois qu'on comprend, c'est plutôt intéressant parce que c'est vraiment une réflexion sur l'écriture. En fait, on va suivre d'abord la narratrice, qui est une jeune parisienne qui est partie au Havre faire ses études et qui est en train d'écrire une histoire d'amour sur 2 jeunes étudiants du Havre. Et on passe de la vie de la narratrice à l'histoire de ces 2 jeunes amoureux. Et voilà. Et en fait, du coup, c'est... il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est une réflexion sur l'écriture et sur comment aussi la construction de personnages fictifs peut aussi vous faire réfléchir sur votre vie. Donc il y a c'est une ouverture peut-être au monde de l'écriture, au monde de l'écrivain jeune aussi, qui tente peut-être de comprendre cette jeunesse d'aujourd'hui qui vit dans un monde... où les repères se perdent quand même de plus en plus et où peut-être l'amour peut être salvateur. Voilà, encore et toujours. Donc, L'effet Titanic, Lili Nissen, à recommander. Souvent, il y a des thématiques qui se dégagent dans les rentrées littéraires. Là, on en a découvert, en tout cas mis en exergue 2 principales. Le thème de la montagne, personnellement j'y reviendrai tout à l'heure et Laure aussi. Et une autre thématique qui est peut-être plus récurrente dans les romans, c'est la quête d'identité, à la recherche de ses origines, d'où on vient. On a besoin de savoir d'où on vient pour se construire. Et c'est tout à fait le sujet du premier roman de Maria Larrea, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Un premier roman dont on entend beaucoup parler. Grasset a fait le choix, il devait éditer 3 premiers romans pour cette rentrée littéraire. Ils ont malheureusement, pour les 2 autres, ils les ont reculés à janvier 2023 pour laisser place à ce livre pour lequel ils y croient beaucoup. Donc effectivement, ça m'a un peu intrigué. Et je l'ai lu déjà il y a quelques temps, j'ai lu au mois de juin. C'est un des premiers que j'ai lu de la rentrée. Non, c'est le Malfato, le premier que j'ai lu, mais c'est le deuxième. Et pareil, je me suis laissé porter par l'écriture, une écriture très nerveuse. Comme disait Laure tout à l'heure, voilà, on sent la naissance de ces jeunes autrices qui ont envie d'en découdre, qui ont envie de montrer aussi qu'elles ont leur place. Et Maria Larrea, elle vient du cinéma,
Donc il y a aussi un aspect très cinématographique dans son livre, même si le sujet est assez classique. Hein. Donc elle est la fille de deux exilés espagnols qui ont connu des destins un peu tragiques. Leurs propres parents, la mère de son père ou de sa mère était prostituée. Son père a connu l'orphelinat. Ils n'ont pas forcément eu la vie facile et elle-même n'a pas eu la vie facile parce que voilà, ils ont retransmis un peu cette difficulté. Ils sont partis à Paris, le père est devenu concierge. Donc voilà, donc elle retrace dans la première partie leur vie, sa vie et leur vie. Et dans la seconde partie, elle doute par rapport à son identité. Elle apprend peut-être qu'elle n'est pas véritablement l'enfant de ses parents. Et donc ça met en cause, ça ébranle toutes ses certitudes. Et elle va repartir à Bilbao, elle va repartir en Espagne et essayer de comprendre justement un peu l'histoire. Et elle raconte en filigrane aussi l'histoire de son pays, le pays de ses parents, même si elle est française. Et donc voilà, et elle le fait avec beaucoup de talent. Et une nouvelle plume est née, je pense. Et voilà, à mon avis, elle est sur la liste de plusieurs prix littéraires. Et on va en entendre parler dans les semaines à venir. En deuxième roman, j'ai décidé de parler d'Ainsi pleurent nos hommes de Dominique Célie aux éditions Philippe Ray. C'est un roman d'une auteure qui est belge et rwandaise. Elle avait écrit un essai avant, c'est son premier roman. Et c'est un roman extrêmement touchant. Donc on suit Erika, une femme qui vit à Kigali, qui a la quarantaine, et elle décide... elle sort d'une rupture dont elle a du mal à se remettre et elle décide, sur les conseils de sa sœur, de lui écrire des lettres. Donc elle va régulièrement lui écrire des lettres où elle racontera sa vie de tous les jours. Et sa vie de tous les jours, c'est sa coloc avec celle qu'elle appelle ses sœurs de cœur, ses amis qu'elle rejoint au Repère, qui est un bar-restaurant qui s'appelle l'Église. Et en filigrane, il y a évidemment la mémoire du génocide, étant donné que ça se passe à Kigali. Elle va parler aussi de la difficulté des survivants du génocide de vivre avec les anciens bourreaux. C'est un roman qui aborde en partie un thème assez difficile et en même temps, il y a beaucoup de poésie et de douceur, beaucoup de passages, de pages avec vraiment... Des poésies entre les lettres. Donc un très beau roman qui m'a beaucoup touchée, où je me suis beaucoup attachée à la narratrice qui, je pense, est inspirée de l'histoire de l'auteur. Alors effectivement, Rosanne et moi, on a lu pas mal de premiers romans. Laure parlera plus tout à l'heure, parce que voilà, ça s'est fait comme ça, c'est un peu les découvertes. Hein. Des fois, on nous demande comment vous choisissez vos livres. Alors, il y a des auteurs qu'on attend, des auteurs qu'on a aimés et qu'on continue à lire. Et après c'est un moment avec le livre, c'est une quatrième de couverture, c'est une couverture, un peu comme vous. Hein, on a peut-être quelques armes ou quelques éléments en plus, des représentants qui nous parlent des livres et tout, mais la plupart du temps... c'est un peu le hasard qui nous fait, et nos tempéraments et nos thèmes de prédilection. Hein, voilà, il y a des choses qu'on aime découvrir. Lequel, alors si celui-là qui a été une claque. J'ai envoyé un message à Sabine Westpizer juste après la lecture en lui disant mais bravo d'oser éditer une plume aussi incroyable, un premier roman aussi dur que sublime. C'est Sarah Jolien-Fardel, sa préférée. Donc Sabine Westpizer, elle édite peu, mais elle édite, si vous la connaissez, vous connaissez sa maison d'édition. J'ai rarement, voire quasiment jamais été déçu. Alors effectivement, il y a des livres qui me touchent plus ou moins, mais à chaque fois, je perds pas mon temps. On perd pas son temps à lire les livres qu'elle édite. C'est vraiment, elle incarne l'édition. Voilà, c'est vraiment une éditrice comme on en voit un peu moins, qui est derrière chacun de ses livres. Chacun de ses livres, c'est des bébés, voilà,
qu'elle accompagne tout au long de la lecture. Là, je pense que sa préférée, elle va dans cette rentrée littéraire, elle va l'accompagner, surtout qu'elle a été sélectionnée dans la première sélection du prix du Goncourt et du concours des lycéens. Donc c'est pour dire voilà, l'impact qu'il a eu et qu'il a eu chez moi aussi lorsque je l'ai lu d'une traite. Vous le commencez, c'est difficile de le lâcher. Pourtant, je n'avais pas forcément envie de lire ça. C'était en plein été, il faisait super beau, on a eu un bel été. Et donc je commence ce roman avec l'histoire de cette jeune femme en proie à un père, mais d'une violence incroyable. Elle vit avec sa mère et sa sœur. Et on sait, tout le monde sait dans le village que le père est alcoolique. Le père, il bat sa femme, il est violent, il est tout ce qu'on peut détester, mais on ne dit rien. Un jour, le médecin arrive, donc la narratrice est blessée. Il sait que c'est le père, mais il va pas prévenir les services sociaux, il ne va rien faire. Et ça va être le déclic pour cette jeune fille de dire « mais non, c'est pas possible. Comment on peut ne pas m'aider ? Je suis encore qu'une enfant. » Voilà. Et elle décide de partir. Elle a des prédispositions dans le sens où elle a cette faculté à être très bonne en classe. Et une professeure va l'aider sans que son père soit au courant, parce que sinon il n'aurait jamais accepté. On va faire croire que c'est une bourse, mais en fait, il y aura quand même une petite entraide de la part de ce professeur. Et elle part. Elle part parce qu'elle a besoin. Elle ne peut pas rester dans ce climat pour se construire. Mais malheureusement, derrière elle, elle laisse sa sœur et sa mère. Et un jour, sa sœur, elle qui a vécu toujours, ne peut plus, se suicide. Et donc elle revient. Et voilà, donc le roman est très compliqué. Je me suis dit, mais quand je vais en parler, les gens vont se dire, maintenant je ne vais pas lire ça. Mais je vous conseille d'aller au-delà de la thématique, puisque c'est une force narrative et une écriture, moi, qui m'a complètement bluffé. Voilà, jusqu'à la fin, même si effectivement le sujet, voilà. Mais ce qu'on demande à la littérature, c'est de nous remuer. Moi, c'est ce que je lui demande. Hein. Voilà, les feel good books, j'ai rien contre, hein, mais moi j'aime bien me dire qu'après la lecture, je me souviens de cette émotion. Et ce que j'essaye de retransmettre au lecteur, c'est ça, c'est cette émotion que j'ai eue. Voilà. Et donc, en tout cas, dans sa préférée, l'émotion était importante. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, alors c'est peut-être pas forcément un premier roman, mais c'est une première traduction d'une auteure macédonienne. Donc voilà, il y a très peu de littérature macédonienne traduite, encore à l'heure actuelle. Et donc voilà, ça c'est le premier, par les éditions Gallimard, collection Le Monde Entier, qui s'appelle Mon cher mari. Alors c'est pas un roman, ce sont des nouvelles dont les personnages principaux sont des femmes qui nous décrivent un peu leur vie de couple ou leur mari, d'où Mon cher mari, mais qu'il faut lire de façon un peu ironique. Voilà, c'est un texte assez féminin. Et voilà, on va suivre plusieurs portraits de femmes qui nous racontent leur vie dans un pays qui est encore marqué quand même par la culture patriarcale. Et voilà, et on a le droit à des scènes à la fois cocasses, drôles, parfois tragiques. Tout dépend, parce que les questions qui sont abordées, c'est l'infidélité ou la fidélité, l'union, la parentalité. Voilà, donc c'est assez corrosif, c'est très névrosé. Ce sont des personnages extrêmement névrosés, mais ce qui rend quand même du coup la lecture assez plaisante, assez drôle, parce qu'un peu acide. Mais voilà, c'est un bon moment. Moi, je l'ai lu d'une traite au cours d'un voyage cet été dans le train, et ça a été une très très bonne compagnie. Voilà. Étant donné qu'on est dans la littérature étrangère, je souhaitais présenter le Mick Kitson, Poids Plume. C'est un auteur écossais. Il avait écrit précédemment Manuel de survie pour jeunes filles en forêt. Alors c'est un roman assez descriptif, vraiment avec une atmosphère très riche.
Donc on est dans le milieu ouvrier au milieu du 19e siècle. On suit le personnage d'Annie, qui est une enfant gitane dans une famille très pauvre. Et malheureusement, sa famille comme ça se faisait à l'époque parfois, doit la vendre dans une foire, faute de pouvoir subvenir à ses besoins. Elle est rachetée par un boxeur, Billy, dit le slasher, qui décide de l'élever comme sa propre fille. Donc il a fini sa carrière en fait et il souhaite se retirer, ouvrir un bar et finir ses vieux jours paisiblement. Donc il recueille cette jeune fille, enfin cet enfant, il l'élève comme sa propre fille. Et un jour, Annie va elle aussi se prendre de passion pour la boxe et vouloir s'essayer à ce sport. Et ça va être une vraie histoire d'amour comme son père adoptif. Donc c'est vraiment un très beau roman avec une histoire romanesque. Donc une belle découverte que je vous conseille. Là, je vais rester sur le thème de l'enfance avec ces deux livres assez différents, mais qui ont un point commun, qui mettent en thématique commune ce thème de l'enfance et de l'adolescence. Le premier, c'est Giacomo Masariol, Mon frère chasse les dinosaures, aux éditions Slatkin et compagnie. Petite maison d'édition, effectivement, que peut-être certains ou certaines d'entre vous ne connaissent pas. C'est l'éditeur de Di Fulvio, qui a fait Les Enfants de Venise. Voilà. En tout cas, c'est leur grand succès. Une petite maison d'édition, mais qui des fois révèle des talents insoupçonnés. Là, c'est une traduction d'un livre italien qui, il y a quelques années, a connu un succès absolument dithyrambique. Il y a eu une adaptation cinématographique, pareil, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est une autofiction, puisqu'en fait Giacomo raconte l'histoire de son frère. Il est né, il a ses deux sœurs, et un jour ses parents lui annoncent qu'il va avoir un petit frère. Pour lui, c'est le plus beau jour de sa vie. Mais lorsqu'il naît, le petit frère est un peu différent. Alors pour lui, son frère est un super-héros, puisque il a cette particularité, c'est qu'il est singulier. Donc quand il était petit, ça va, mais au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il devient adolescent, le narrateur, pas le frère, il a du mal à vivre avec ce frère qui est trisomique. Il a du mal à en parler au collège, ses difficultés d'appréhender le regard des autres, d'être jugé, et des fois il est même cruel par rapport à son frère. Son frère, lui, il a qu'une envie, il est cache, et donc souvent il cache l'identité de ce frère, et donc il raconte avec justesse la difficulté de vivre lorsque dans une famille il y a quelqu'un d'handicapé. Justement, à l'âge où on se construit, c'est différent, et j'ai trouvé qu'il en parlait avec beaucoup de justesse, beaucoup d'humour, beaucoup de sincérité. Et donc donc on peut le lire à la fois comme un très beau témoignage, mais il y mêle vraiment cette écriture romanesque, qui en fait cette autofiction de cet Italien. Et autre premier roman, et là, pour le coup, de cette jeune écrivaine française, alors pour être sincère, c'est une ancienne libraire de dialogue, que peu de collègues ont connue. Alors j'ai eu la chance de travailler avec, mais je fais presque partie des murs maintenant, parce que je fais de ma 25e année à Dialogue. Donc au tout début, en 98-99, quand j'ai commencé, Léna Hig était la responsable du rayon littérature. C'était la libraire que tout le monde connaissait à Brest. Donc moi, quand je suis arrivé, je me trouvais petit face à elle. On me prenait pour le stagiaire. Bref, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'était compliqué d'arriver avec une figure aussi importante qui a marqué des années le rayon littérature de la librairie. Elle est partie pour travailler aux éditions Actes Sud, et puis aujourd'hui, elle est professeure de français à Nantes.
Donc voilà, donc quand elle m'a envoyé son livre, c'est toujours délicat hein, quand on connaît la personne voilà, de juge et critique de ce livre. Mais j'ai trouvé que c'était assez réussi comme premier roman. Il m'a touché parce que Lulu, c'est un personnage fantasque, un petit garçon un peu rêveur. Pareil, on ne sait pas s'il est autiste. En tout cas, il est différent des autres. Il est assez introverti, mais il est passionné par l'océan. Il est passionné par tous les objets que l'océan peut nous rendre. Alors ses camarades se moquent de lui parce que pourquoi il va ramasser ces détritus, ils n'ont aucun rapport. Mais lui, pour lui, c'est des offrandes que l'océan lui offre, et notamment des bouteilles à la mer. Et il va en faire une collection et commencer à communiquer avec ces gens. Il est fasciné par l'idée qu'il envoie une bouteille, il ne sait pas où elle va atterrir et quelqu'un va lui répondre. Et lui, pareil, va répondre et commencer une correspondance. C'est vrai que c'est fascinant. Moi, personnellement, ça m'a toujours sidéré que sur la planète, on puisse communiquer de cette façon-là. Et il est aussi, il vit seul avec sa mère, une mère castratrice, une mère super protectrice, qui fait qu'il a beaucoup de zones d'ombre au niveau de sa vie, et notamment son père. Il ne sait pas d'où il vient. Il a besoin, ce petit gamin, d'avoir aussi une figure paternelle. Voilà, il se met en quête aussi de rechercher cela. Et donc, ça en fait un petit roman, pas de réalisme magique, mais il y a ces petites dimensions voilà, un peu doux rêveur auquel Lulu, voilà, on a envie de savoir, on a envie de l'accompagner et on a envie de grandir avec lui, quoi. Et donc il y a aussi le vocabulaire de la mer. Voilà, on sent voilà, il y a quelques petites maladresses de premier roman, mais il y a vraiment une jolie découverte à faire. Voilà, et je suis assez bluffé par quand même le travail que Léna a fait, puisqu'elle ça a beau être un roman assez mince, elle a mis plusieurs années à l'écrire. Peut-être la petite menteuse. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est un premier roman. Premier elle avait roman. Écrit des essais. Elle avait écrit des essais, et c'est vrai que on est tous les trois à l'avoir lu, et Rosen va en parler. Oui, c'est un premier roman, moi, qui m'a un peu fait penser à La décision de Karine Thuil, sur le côté un peu sur le milieu judiciaire. C'est un roman en fait très impactant, donc quand on commence, on n'a pas envie d'arrêter. Et on le referme et ça nous a travaillé, on se pose des questions. Donc c'est aussi pour ça qu'on lit des romans. Et alors l'histoire, c'est une jeune femme qui va frapper à la porte d'une avocate, Alice Quéridreux, parce qu'elle souhaite être représentée par cette avocate dans une affaire de procès pour viol en appel. Et l'avocate ne comprend pas parce qu'elle a eu gain de cause pour le premier procès. Et la jeune fille insiste. Et puis un jour, elle va arriver chez l'avocate avec des révélations qui vont changer le cours du procès et qui vont changer aussi la plaidoirie de l'avocate. Donc un roman aussi sur finalement l'adolescence et la violence qu'il peut y avoir dans le monde adolescent parfois. Et aussi, oui, effectivement, sur le monde judiciaire, comme tu disais, sur les arcanes du monde judiciaire, sur le doute qu'on peut avoir, sur les vices de procédure, sur les erreurs judiciaires. Et je rejoins Rosen, c'est un page-turner, c'est-à-dire que vous ne le lâchez pas. Alors il n'est pas très gros, hein, mais effectivement, vous avez du mal vous avez envie de savoir. Le titre révèle beaucoup de choses, hein. On ne vous dévoile pas l'intrigue, hein, mais voilà, le titre, vous le savez, la contre-couverture le dévoile. Ce n'est pas ça le sujet, c'est vraiment la manière dont elle le fait. Et Laure, dont le papa, ou je sais pas, elle a des amis qui sont dans le métier, tu me disais qu'elle était légitime dans le... Oui, tout à fait. Non, j'ai eu quelques bons retours de copines magistrates. Donc, bon, voilà, je pense que ça veut dire que c'est assez réussi. Mais c'est vrai que l'auteur est une chroniqueuse judiciaire dans Le Monde. Et elle est très appréciée de ses chroniques. Voilà, en tout cas, par le milieu judiciaire, elle plaît beaucoup. Et c'est vrai que vous y croyez, quoi. Vous êtes vraiment dans un tribunal et on n'en sort pas.
Donc voilà, du coup c'est un roman presque un peu journalistique, mais c'est une journaliste. Donc c'est une très très bonne référence pour cette thématique. Et en effet, l'écriture est assez haletante. Et juste pour terminer, c'est l'Iconoclaste, donc c'est quand même une maison d'édition assez pop, assez contemporaine, des écritures toujours fraîches et limpides. Et voilà, ça se lit très bien. Et d'ailleurs, il est dans la première sélection du prix Goncourt. Oui, on attaque le lourd, d'accord. On va attaquer par Sandrine Colette. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà lu Sandrine Colette. On était des loups. Voilà, pour ceux qui apprécient son univers, sa plume, sa noirceur, son dernier est très très réussi. On est vraiment sur une histoire à la fois très prenante, un peu glaciale, sous forme de huis clos. Sans trop vous en dire, en fait, on va suivre un homme un peu hirsute qui souhaite vivre le plus loin possible de la civilisation. Donc il vit dans les montagnes, dans un lieu reculé qui n'est pas nommé. Sandrine Colette nomme jamais ces lieux. Donc voilà, vous pouvez imaginer soit un lieu rural français, mais par exemple, on peut s'imaginer en Alaska. Parce que du coup, il vit un peu reclus dans cette maison, il vit de chasse, mais il va quand même en ville avec un petit avion. Il a quand même rencontré une femme qui veut bien le suivre dans cette aventure. Ils ont un petit garçon. Et puis là, voilà, il y a un drame qui surgit et qui va complètement bouleverser la vie du personnage narrateur qui nous raconte sa vie dans un langage assez familier, mais très très bien travaillé et du coup assez... qui vous prend un petit peu au ventre en fait. Et cet accident va bouleverser son existence, va re-questionner sa paternité, son humanité. Et toute la question est de savoir est-ce qu'il va se laisser empoisonner par ces idées noires ou est-ce qu'il va les vaincre. Et voilà, tout le suspense se joue dans cette dualité qui habite ce personnage. Et voilà, je vous laisse découvrir si on tend vers la noirceur ou la lumière. Et c'est ça qui fait que ce livre est génial. Voilà. On va rester dans les montagnes et le froid. On en parlait tout à l'heure, une des thématiques de cette rentrée littéraire. Et moi, je vous présente le Valentine Gobi, L'île haute, aux éditions Actes Sud. Alors, je remercie Valentine Gobi parce que j'ai une frustration cet été, c'est que je devais partir en montagne et je n'y ai pas pu. Je commence souvent le livre, mes collègues doivent entendre l'histoire, mais voilà. Et du coup, par procuration, j'y suis allé grâce à elle. Elle évoque en fait l'histoire de Vadim. Au départ, on n'a pas forcément de repères spatio-temporels. On va vite découvrir qu'on est durant la Seconde Guerre mondiale. Vadim quitte Paris. Au départ, pour prétexte, parce qu'il est asthmatique et donc il a besoin de se ressourcer en montagne. Et donc il arrive là-bas, il est vierge de tout paysage de montagne. Il a toujours été connu que la ville. Et donc avec lui, avec son regard, on découvre ces éléments, ces volumes. C'est juste magnifique la manière dont il évoque ces paysages. Et on va lui dire, mais Vadim, tu vas te faire appeler Vincent. On découvre très vite qu'il est juif et en fait qu'il part là-bas pour être caché. Ses parents restent là-bas, donc c'est compliqué pour lui de se reconstruire, d'avoir une nouvelle identité, de comprendre. Mais la solidarité qui va naître dans le village
la petite Fadette, je ne sais pas comment elle s'appelle, voilà, qui va le prendre sous son aile. Ils vont vivre des moments absolument incroyables. Il va découvrir les plaisirs de la ferme, des randonnées, ces paysages immaculés. Et donc voilà, et c'est un roman qui a du souffle, un roman qui est très solaire. Voilà, c'est rare de dire ça parce que souvent les thématiques sont un peu graves et tout. Et là, Valentine Gobi, qui d'habitude est habituée à des soges très 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 lourds, elle a voulu un roman un peu différent de ses autres romans qui sont excellents. Je vous recommande de la découvrir. Elle n'en est pas à son premier, elle en a fait énormément. Et jusqu'au bout, on est conquis par sa verve, sa langue, ses personnages, et même jusqu'à la fin. La fin est juste magnifique et inattendue, mais elle est très belle. On lit Le Hôte de Valentine Gobi chez Actes Sud. Alors, Kauter Adimi, c'est une auteure qui, comme Valentine Gobi et Sandrine Colette, est installée dans le milieu littéraire. C'est un roman sur l'histoire de l'Algérie, un roman qui est presque une fresque historique. Et on suit 3 personnages au départ. C'est Saïd, Tarek et Leïla qui naissent dans un village de l'est de l'Algérie. Et alors, Tarek est enfant d'une femme muette et Saïd, enfant d'une famille aisée du village. Sauf que la mère de Saïd va être dans l'incapacité d'allaiter son fils. Donc, c'est la mère de Tarek qui va s'en charger. Et c'est pour ça Tarek va considérer Saïd comme son frère de lait. Et alors Leïla, c'est leur grande amie, sauf que tous les deux sont secrètement amoureux d'elle, bien sûr. Et donc on va, dans ce roman, suivre ces 3 personnages, mais surtout l'histoire de Tarek, qui va être enrôlé de force dans la Seconde Guerre mondiale, qui va se retrouver à participer au tournage de la bataille d'Alger en tant que réalisateur. Il va aller travailler en France comme beaucoup d'Algériens à cette époque. Il va aussi se retrouver par des contacts, aller travailler à Rome. Et puis il va revenir et Leïla, elle, de son côté, va vivre sa vie dans le village. Donc c'est un roman très riche historiquement. On apprend beaucoup de choses sur l'Algérie. C'est une très belle écriture, vraiment avec une réflexion aussi sur la littérature. Donc, je ne vais pas tout vous dire, mais qui est très, très intéressante. Donc une belle découverte et pas de déception pour ce nouveau roman de Kauter Adimi. Je sais pas si... A-t-il tour Alors, Franck Bouys, hop, L'homme peuplé chez Albin Michel. Pareil, auteur qui a déjà écrit au préalable. Et si vous connaissez son univers et si vous l'appréciez, comme moi, vous ne serez sûrement pas déçus par le dernier, bien qu'il soit un petit peu plus différent de ce qu'il a pu faire. Alors, on retrouve toujours... son univers atmosphérique. Il sait mettre en place une atmosphère. Là, vous allez suivre Harry, un écrivain qui est le succès d'un livre. Voilà. Et il cherche l'inspiration, pas une inspiration, mais l'inspiration de son nouveau roman pour avoir une sortie légitime dans sa nouvelle écriture. Donc, pour chercher cette inspiration, il décide de quitter la ville pour s'installer à nouveau dans un lieu reculé, rural, à nouveau qui n'est pas nommé. Donc, pareil, vous pouvez vous imaginer dans n'importe quel lieu rural français. Moi, quand je l'ai commencé, je venais de quitter la Lozère, par exemple, et j'imaginais très bien l'histoire dans ces hauts plateaux des Cévennes où il n'y a quasiment pas d'habitants. Voilà. Et il va acheter un vieux corps de ferme dont les propriétaires viennent de décéder. Donc, pareil, il met un peu l'ambiance. Les murs craquellent, il y a des courants d'air, on sent la présence des habitants précédents. Et voilà, Harry va se baigner dans cette nouvelle habitation qu'il va tout doucement apprivoiser. C'est l'hiver, il neige,
il y a presque du brouillard constamment, mais en face, il arrive quand même à deviner une autre ferme habitée par un certain Caleb. Et voilà. Et ce Caleb, il est un petit peu rejeté par le village qui est situé un peu plus en contrebas, parce que c'est un homme que l'on dit étrange, voire un peu sorcier, sourcier. Et voilà, on va alterner en fait la voix de ces deux personnages. On passe de Harry à Caleb, qui ont deux destins totalement différents. Presque la temporalité est un petit peu nous joue un peu des tours, parce que finalement on ne sait pas si quand Harry nous raconte ce qu'il est en train de vivre, est-ce que Caleb vit au même moment ce qu'il est en train de vivre. Voilà, Bouis fausse un petit peu les pistes comme ça, et toute l'attention va résider dans ce face-à-face, parce que vont-ils un jour se croiser, ces deux hommes qui jusque-là ne font que se voir de loin sans savoir s'ils existent l'un et l'autre. Voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus, c'est assez étrange, si ce n'est que derrière tout ça, il y a une véritable réflexion sur l'écriture à nouveau, parce qu'on suit ce personnage, Harry, qui va re-questionner son écriture, son besoin d'écriture, ou comment l'écriture peut-elle nous rendre célèbres, est-ce qu'elle légitime ou pas son travail. Voilà. Et du coup, on sent que Bouis aussi... Enfin voilà, on sent le Bouis écrivain qui nous parle aussi peut-être, parce que pareil, il y a aussi un peu une critique, par exemple des grands plateaux, etc. Pour ça, c'est assez intéressant. Voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus, si ce n'est que c'est un roman atmosphérique et qu'il y a une véritable tension quand même qui vous maintient tout le long du roman. Harry va-t-il rencontrer Caleb, et Caleb va-t-il trouver une légitimité aux yeux des autres, parce que s'il est différent, pourquoi est-il rejeté? Enfin, voilà, il y aura aussi une réparation dans tout ça. Il n'est pas facile à décrire, mais il est très bien. Voilà. Merci Laure. Moi, j'avais envie de continuer la présentation avec le second roman d'Emilienne Malfatto, Le colonel ne dort pas, aux éditions du Sous-sol. Donc, on a choisi la couverture justement pour illustrer notre revue diagonale. Donc, parce que franchement, on a été bluffé par la couverture, mais bon, un livre ne se résume pas qu'à la couverture, même si c'est important. Emilienne Malfatto, moi je l'avais découvert avec Que sur toi se lamente le tigre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande à 200%. On vous le recommande à 200%. C'est des sujets pas évidents encore, mais elle a ses légitimités. Elle est reporter de guerre. Elle a beaucoup été en Irak. Elle a une vie, elle est jeune, je ne sais plus quel âge elle a, mais elle est née... Non, c'est pas marqué. En tout cas, elle est jeune. Et avec Le colonel ne dort pas, elle récidive avec un récit un peu incantatoire, à la fois profondément poétique, dans lequel elle mêle plusieurs voix, notamment ce colonel, ce bourreau qui a été missionné, qui a fait des choses absolument horribles et qui, du coup, ne trouve plus le sommeil. Voilà, la culpabilité le ronge. Et comme si des fantômes parlaient, c'est un récit à trois voix. Et notamment une des voix qui est profondément poétique, qui est presque écrit en vers, en italique, comme ceci, donne une profondeur au livre. Alors je peux comprendre qu'on ne s'y retrouve pas, voilà, l'écriture, mais moi, elle ne m'a pas du tout perdu. Je suis sorti de ce roman absolument bouleversé quand, l'espace de quelques mots, elle arrive à raconter des choses aussi dures. Et puis ça fait tellement écho à ce qu'on vit. On ne le vit pas, on le vit à travers les infos, mais ce que vivent les Ukrainiens, ce que vivent les gens opprimés par des bourreaux, que je trouve que c'est un livre qui devrait être lu par beaucoup de gens, qui devrait être étudié à l'école. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai repensé à un autre roman que j'ai lu il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle L'heure du roi de Casanov, qui a été édité par Viviane Ami.
et qui fait partie de ces livres qui font patrimoine de l'humanité. Je crois que même en bandeau, c'est marqué, ce livre fait partie du patrimoine de l'humanité. Et effectivement, c'est l'histoire d'un roi qui doit faire face à un dilemme. Il accepte de pactiser avec le diable, donc les nazis, ou au contraire, il sauve ce peuple dans ce petit pays qu'on pourrait, je ne sais plus si c'était l'Estonie, enfin un petit pays pas loin de la Russie. Et voilà, et ça m'a fait penser à ces voix absolument incroyables qui, en l'espace de quelques mots, arrivent à raconter et à dire beaucoup de choses tout en profondeur. Merci. Cette fois-ci, en littérature américaine, le roman de Joe Wilkins, La montagne et les pères, c'est un auteur américain que je ne connaissais pas personnellement. Il avait écrit un autre roman publié aussi chez Gallmeister, qui a eu une bonne critique aussi. Donc, dans ce roman-ci, c'est une autobiographie. Donc, Joe raconte son enfance dans le Montana, dans une région très sèche où la culture est difficile. Donc, il y vit avec son frère, avec sa sœur et ses parents. Ses parents vont s'occuper d'une ferme, ils vont être éleveurs, ils vont cultiver aussi, et c'est très difficile dans cette région du Big Dry. Il raconte dans une très belle langue son apprentissage de la pêche, de la chasse. Il raconte les 400 coups qu'il a fait avec son frère, mais il raconte surtout la relation qu'il a eue avec son père et la relation qu'il a eue avec son grand-père, qui a fini par prendre la place de son propre père. Donc un roman, une autobiographie très touchante, avec une réflexion sur la place du père, la recherche du père, et voilà, une très belle découverte. Et c'est un roman Gallmeister, vraiment comme on les attend, sur l'Ouest américain, la survie. Donc, si vous aimez les Gallmeister et ce genre de roman, je vous le conseille. Alors, on va poursuivre avec Bérengère Cournut, Zizi Cabane, aux éditions Le Tripode. Je ne sais pas si vous la connaissiez déjà. Son livre précédent a eu un énorme succès. C'était De pierre et d'os, autant par les lecteurs que par les libraires. Voilà, c'était le livre assez coup de poing. Voilà son nouveau. Alors, il sera pas aussi fort que De pierre et d'os, mais il est extrêmement touchant. On va suivre en fait c'est l'histoire d'une famille assez loufoque, composée des deux parents, du papa et de la maman, qui souhaitent quitter la ville et trouver à nouveau un lieu loin des villes, près des rivières et ensoleillé. Ils trouvent un petit bout de montagne, ils décident d'y construire leur maison, et là va naître leurs 3 enfants qu'ils surnomment de noms assez étranges. Vous avez Béguin pour l'aîné, Chiffon pour le second et Zizi Cabane pour la petite dernière, d'où le titre. Et l'anecdote est assez mignonne. En fait, ce surnom vient du fait que quand elle naît, les 2 petits frères la regardent et ils se disent « mais il est où son zizi ?» Du coup, la maman leur explique comment est fait une fille, et du coup, ils disent « ah, mais alors c'est un Zizi Cabane !» Et donc voilà, c'est devenu le petit surnom de cette fratrie. Alors voilà, tout est là. Il y a du bonheur, de la douceur, de la complicité entre eux et les parents, mais un jour la mère disparaît, comme ça. On ne sait pas pourquoi. Et du coup, la famille, il faut qu'elle vive avec cette disparition, cette absence, ce vide. Qui va en fait, et c'est là toute la beauté de Bérengère Cournut, qui va être un peu métamorphosée, parce que à partir de la disparition de la mère, il y a une rivière, un cours d'eau qui se met à naître, et qui va éclore sous la maison.
Et du coup, la maison va être constamment inondée, les murs pleins d'humidité, elle va se végétaliser et puis elle va rendre la vie dans cette maison quasi impossible. Donc ils vont devoir trouver une solution pour vivre en dehors de cette maison tout en restant dans ce lieu. Voilà, du coup, en fait, c'est toute une réflexion sur le deuil, mais fait de manière très poétique, parce qu'on passe d'un personnage à un autre, d'une voix à une autre, et une des voix, en fait, c'est l'eau. C'est l'eau qui nous raconte de manière très poétique son parcours, son destin, et on comprend qu'en fait, c'est la mer qui nous parle. Donc voilà, c'est un très joli roman sur la perte, l'absence, comment aussi grandir et vivre avec cette absence. Et tout doucement va se dessiner justement le destin de Zizi Cabane, de sa petite enfance jusqu'à sa vie d'adulte, et comment voilà, elle s'émancipe de sa fratrie, et comment elle renoue aussi avec l'amour de sa mère qui n'est plus là. Voilà. Alors je crois qu'on est bavard, on n'a pas vu l'heure passer. On va quand même continuer, parce qu'il est pas loin de 7 heures, mais il nous reste encore quelques petits bouquins à lire, donc on va peut-être être un petit peu plus concis. En tout cas, on ne voulait pas vous quitter sans parler de ce livre-là, qui est un souffle dans cette rentrée littéraire. Stéphane Carlier, Clara Lee Proust. Je pense que vous avez vu qu'on fête un anniversaire cette année autour de Proust. On fait personnellement une petite overdose des ouvrages sur Proust. Mais néanmoins, on est allé vers ce roman parce que c'est un roman joyeux. Un roman... donc c'est l'auteur de Le chien de Madame Inselrat aux éditions du Tripode, qui était sorti il y a quelques années, qui était déjà savoureux, drôle, voilà, qui fait du bien. Et là, c'est pas toujours évident, je trouve, de faire rire ou sourire tout en ayant un style, ayant une histoire, ayant un fond. Et ben lui, il y arrive. Stéphane Carlier y arrive. Et donc, on est chez Cindy Coiffure, voilà, un peu stéréotype du salon de coiffure. Moi, j'imagine très bien, je vois très bien ça aussi en théâtre adapté. Et un jour, Clara coiffe un homme qui arrive et il oublie par inadvertance un livre. Elle n'a pas le temps de le rattraper. Elle le prend chez elle. Et quelques mois après, elle retombe dessus. Et en fait, il s'agit de La recherche du temps perdu. Je ne sais plus si c'est Un amour de Swann ou... C'est le premier, ouais, le premier. Et elle tombe, mais éperdument amoureuse de l'écriture, du style. Elle voit dans les scènes de Proust c'est des propres scènes qu'elle a pu vivre. Elle est complètement fan de Proust. Ce qui fait qu'elle c'est très communicatif. Quand vous êtes passionné par quelque chose, vous avez envie. Et donc, elle veut essayer de prouver à tout le monde que Proust... voilà, c'est génial, c'est le best-seller du moment. Et ce qui est génial aussi dans ce roman, c'est les personnages secondaires. Personnages secondaires, mais qui sont très forts. Il arrive à la propriétaire du salon de coiffure, certains clients. Voilà, ça en fait un roman choral, un roman qui vous fait rire et sourire. Et elle va aller jusqu'au bout de ses rêves. Et on ne vous en dit pas plus, mais vraiment aller jusqu'au bout de Clara Lee Proust, parce que voilà, jusqu'à la fin, voilà, ça fait un pied de nez aussi à dire, voilà, c'est peut-être réservé à une élite et tout. Non, je crois que chacun, on peut trouver dans les classiques, voilà, on peut faire des rencontres avec les romans, des rencontres avec la littérature. Et Stéphane Carlier nous le prouve en écrivant Clara Lee Proust. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Non, bon. Et je vais juste s'enchérir avec le second roman de Maud Simoneau, L'heure des oiseaux. J'avais parlé à une rentrée littéraire il y a 2 ans de L'enfant céleste, qui était son premier roman et qui était juste magnifique. C'est toujours compliqué de transformer l'essai, c'est ce que j'aime bien dire souvent. Surtout que le sujet, en plus, n'était pas évident. Pareil, je suis allé à reculons et j'ai été complètement conquis par le côté solaire de Maud Simoneau. Elle revient, c'est une ornithologue, elle va passer quelque temps à Guernesey parce que son père y a vécu lorsqu'il était petit dans un orphelinat.
Cet orphelinat, des enfants ont vécu des choses abominables, des sévices compliqués. Donc on va se dire le sujet est lourd. Le sujet est lourd, hein, ça c'est clair, mais la manière dont Maud Simoneau le traite est juste magnifique. Elle fait des descriptions de l'île, de la beauté de cette île, de la beauté de ces contrées qui est juste sublime. Et en même temps, en parallèle, elle remonte en arrière et elle essaie de comprendre ce que son père, Thésée, n'a jamais voulu dire en donnant la parole, notamment à une petite fille qui a protégé son père lorsqu'ils étaient petits. C'est pareil, un personnage secondaire très important dans le livre. Et donc voilà, et on passe d'une époque à une autre. Et on essaie d'avoir des explications, même si sur l'île, peu de gens en donnent, parce qu'on ne parle pas de ce sujet. Et donc elle s'est inspirée, je crois, d'un orphelinat qui a existé et pour lequel il y a eu ces sévices qui ont passé. Mais voilà. Et la force de Maud Simoneau, c'est de traiter un sujet lourd avec poésie. Alors rapidement aussi, je vais vous parler de Joséphine Cardona, Les corps solides, aux éditions Finitude. C'est un auteur suisse. C'est l'histoire d'une mère et de son fils de 10 ans, je crois, qui... Alors, ils vivent dans un mobil-home au bord de la mer, on ne sait pas où, ils n'ont pas beaucoup de sous, c'est un peu la démerde, et la mère vend des poulets sur le marché, sauf que malheureusement, un jour, elle a un accident de voiture et elle perd son outil de travail, et comme on le sait, l'assurance dans ces cas-là trouve toujours la petite bête, et donc on ne veut pas lui rembourser son camion, elle ne sait pas comment faire, et son fils lui parle d'un jeu télévisé, un nouveau jeu télévisé phénomène qui va bientôt commencer pour remporter une voiture. Et ce serait peut-être l'issue de leur problème. Donc un beau roman sur la relation mère-fils, avec tous les deux sont passionnés du surf, donc beaucoup de passages très beaux sur le surf. Et un regard un peu caustique sur l'univers automobile qui essaye de redorer son blason. Donc un beau roman qui se lit, on rentre vite dedans, qui est un peu dans les descriptions cinématographiques, très visuelles. Donc une belle découverte. Je vais peut-être terminer sur les 2 derniers coups de cœur. Carole Fives et Anna Hope. Alors, Carole Fives, Quelque chose à te dire, publié chez Gallimard. Un texte très plaisant, assez intriguant, qui se lit bien. Aussi pour sa thématique, on va suivre Elsa, qui est une auteure à succès modeste, et qui a pour grande admiration une auteure française de renommée qui est décédée il y a peu de temps. Et fait étrange, le veuf de cet auteur à succès va s'intéresser à notre personnage Elsa, l'auteur justement qui commence tout juste à avoir un petit succès dans le monde littéraire, et ils vont avoir une relation amoureuse. Voilà, c'est assez étrange. Du coup, elle sort avec le mari de son auteur favorite. Et il va se passer un jeu assez trouble pour elle-même. Ça va questionner à la fois son identité, son écriture et sa légitimité aussi en tant que seconde compagne de cet homme. Sujet plutôt classique. En même temps, elle cite par exemple énormément Rebecca de Daphné du Maurier. Donc voilà, elle cite ces classiques en partant de ce sujet un petit peu inquiétant, un petit peu intriguant. Et je trouve que Carole Fives a réussi l'exercice. En tout cas, moi, elle m'a intriguée. J'ai pas lâché le roman. J'ai voulu savoir jusqu'où cette aventure un peu étrange va l'amener, justement, ce personnage. Et il y a un bon petit retournement de situation à la fin qui rend justement le roman pas si oubliable que ça. Il vous habite encore après. Voilà.
Second roman, Anna Hope, Le Rocher Blanc. Alors je ne sais pas aussi, c'est une auteure qui a déjà écrit 3 romans qui ont été assez remarqués, dont Le Chagrin des Fivants, il y a quelques années, ainsi que Nos Espérances, son précédent roman. Maintenant, elle nous invite à découvrir ce Rocher Blanc qui est situé aux confins du Mexique, qui est un lieu un peu mystique, qui existe réellement pour un peuple d'Amérindiens. C'est un lieu où le monde serait né. Voilà. Et autour de ce Rocher Blanc va graviter 4 histoires dans 4 temps différents. Donc c'est pas vraiment un roman de A à Z, c'est plutôt 4 nouvelles. Donc peut-être que vous serez un peu déçus quand vous comprendrez ça, mais finalement ces 4 personnages sont quand même extrêmement touchants et extrêmement intéressants, parce qu'on va commencer avec l'écrivaine. Nous sommes en 2020. Le Covid commence à se répandre dans le monde entier. Elle est là dans un minibus et avec un groupe de touristes qui veulent tous voir ce Rocher Blanc et qui ne savent pas s'ils peuvent rentrer ou pas du fait que les frontières sont en train de se fermer. Elle est là pour des raisons très personnelles. Elle est là aussi pour trouver une inspiration à son écriture. Elle a fait des recherches et elle s'est intéressée à d'autres personnages qui ont gravité autour de ce Rocher Blanc. Et en fait, on va partir à la découverte de ces personnages. Il y a le chanteur, on est dans les années 70. Il ressemble beaucoup à Jim Morrison. Voilà, du coup, il est en déperdition. La célébrité l'a un petit peu... l'a un petit peu fragilisé. Il se drogue, il boit, et voilà, il est en quête de sens. Qu'est-ce que va lui apporter ce Rocher Blanc ? 3e partie, on va suivre la fille. On est en 1900. On comprend qu'elle est sur un bateau, qu'elle a été kidnappée et qu'elle est esclave de ces colons mexicains. Elle est issue d'un peuple amérindien. Voilà, du coup, on apprend aussi tout un pan de l'histoire du Mexique. Et 4e partie, on est dans les années 1770, il me semble. On va suivre un lieutenant qui part à la conquête du Nouveau Monde. Voilà. Et ensuite, on rebrousse chemin, on suit le lieutenant, on suit la fille, on suit le chanteur et on termine avec l'écrivaine. C'est assez édifiant. Et ce sont 4 personnages attachants et on traverse l'histoire. C'est tout simplement une histoire de l'humanité. Et Anna Hope, elle a réussi avec beaucoup de finesse parce qu'elle sait sonder ces personnages. Elle a un regard sur eux qui est très, très beau. Voilà. Il est édité dans une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Le Bruit du Monde. Qui a commencé à éditer depuis le début de cette année ou fin d'année dernière. Cette année. Hein. Et donc voilà, donc c'est une transfuge de chez Gallimard qui a voulu créer sa propre maison d'édition. Rosanne et Laure ont eu la chance de la rencontrer. Elle est venue jusqu'à nous pour nous présenter justement sa ligne éditoriale. Et voilà, et donc vraiment une maison d'édition à découvrir. Et je voulais juste terminer, voilà, deux livres dont je n'ai pas parlé, mais je vais en parler brièvement. Le Hugo Boris, Débarqué, un livre assez saisissant aussi sur l'histoire, une double temporalité encore. Dès les premières pages, on est dans le débarquement. Des scènes absolument saisissantes sur ce jour. Cette préparation, cette mémoire. Et en fait, on comprend pourquoi, au second chapitre, où on est aujourd'hui, l'histoire d'une femme dont le mari a disparu. Elle ne sait pas où il est. Elle est guide en Normandie, justement, où elle fait des visites pour les différents touristes qui veulent en savoir plus sur l'histoire du débarquement. Et donc, elle attend un vétéran américain, qui est en fait un des personnages de la première partie, et donc qui revient 80 ans après sur cette plage pour lequel il avait encore jamais mis les pieds. Et donc Hugo Boris fait un roman assez prenant. Pareil, on ne sait pas où est ce mari, qu'est-ce qui s'est passé.
quel est le lien entre les personnages. Il brouille un peu les pistes et donc il le fait de manière assez concise, donc ce qui fait que le roman prend la consistance très rapidement. Et le dernier, c'est vrai que je ne l'ai pas mis sur la feuille, mais voilà, il est tout frais pour moi. Tous les matins, là, je suis en train de le lire et je suis vraiment véritablement conquis. Donc voilà, j'ai une découverte, Jared McGinnis, Le Lâche, aux éditions Métayer. C'est une sublime histoire entre un père et un fils, une histoire de rédemption. Un fils qui a fait une connerie, il est parti, ça fait 10 ans qu'il n'a pas vu son père, un accident de voiture, la fille avec qui il était n'a pas survécu à l'accident et lui il est paralysé. Sa couverture médicale aux États-Unis fait qu'il ne peut pas rester à l'hôpital, on lui dit qu'il faut qu'il appelle quelqu'un, que faire sans ses jambes, il appelle son père, la scène est magnifique, son père ne pose pas de questions, il prend sa voiture, il va chercher son fils. La difficulté c'est de revivre avec le père. On comprend très vite que le père était tombé dans l'alcool. La mère a fait une embolie ou un AVC, je ne sais plus. Elle est décédée. Elle a aussi été alcoolique, donc il n'a pas eu forcément une vie facile. Le grand frère est parti longtemps. Donc voilà, il va reconstruire la vie avec son père. Il est incroyable, ce mec. Il est à la fois irrévérencieux, il s'en fout de tout. Il est drôle, il est provocateur. Il est juste génial, je trouve, comme personnage. Et pareil, ce père va vouloir l'aider à sa manière. Il a réussi à se reconstruire, ce qui n'a pas été évident. Et donc, on va suivre leur histoire et comprendre au fur et à mesure aussi de leur passé pour qu'ils avancent